Bonsoir, donc me voilà de retour après quelques temps sur une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est un petit peu particulière parce que c'est en quelque sorte la vidéo d'introduction à ma chaîne que j'avais déjà planifiée avant de démarrer toute la partie sur l'informatique, la programmation de jeux vidéo. Et cette vidéo avait pour but justement d'expliquer un peu la notion de geek telle qu'elle est perçue aujourd'hui et telle qu'elle était peut-être perçue dans les décennies précédentes, en particulier dans la décennie des années 80. Et donc c'est pour ça que j'ai donné le titre le geek du troisième millénaire, qui sont en réalité des geeks qui n'en sont plus vraiment par rapport à ce que on aurait pu imaginer avant. Donc c'est une vidéo introductive à la chaîne du Codeur Dojo qui est un peu faite à l'arrache, et dans cette vidéo je vais parler un peu de mon pédigré finalement, puisque c'est toujours intéressant un peu de savoir qui on est. La présentation des différences entre les geeks des années 80 et les geeks d'aujourd'hui, et peut-être donner une petite conclusion par rapport à tout ça. Alors bon, en ce qui me concerne, Jace 3D c'est mon nickname depuis les années 2000. Plus personnellement, je suis un ingénieur, développeur et aussi développeur open source. Comme vous avez pu remarquer, j'ai un Git sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre de choses que je me suis amusé à développer. Donc je peux me targuer en quelque sorte de quelques petites connaissances dans le domaine de l'informatique, connaissances passées et aussi présentes. Par contre, j'ai pas de tablette, j'ai pas d'Artoy, je suis pas un fan des Artoy, j'en ai pas d'ailleurs. Je suis pas un aficionado des mangas, il m'arrive d'en lire un peu comme tout le monde. Mon téléphone me sert essentiellement à téléphoner, de temps en temps envoyer un SMS. Et généralement, je communique avec un ordinateur via un clavier, donc de temps à autre aussi avec une souris quand je suis en Windows ou dans un Windows Manager. Mais je n'utilise pas Alexa, ni Cortana ou autre joyeuseté technologique. Et pourtant, de mon point de vue, je me considère comme un geek. Je cherche donc l'erreur, est-ce que je ne suis pas geek ou est-ce que simplement la définition de ce qu'on appelait un geek a évolué au fil du temps. Alors la définition du geek, il faut savoir que c'est un mot d'origine néerlandaise qui vient du mot gek, qui veut dire fou. Enfin, au sens littéral du terme, donc un geek, c'est un fou. Et en général, quand on parle de geek, ce sont en général des gens qui s'intéressent à des sujets qui n'intéressent pas grand monde. Donc c'est souvent des domaines très exigus, très précis, généralement scientifiques, d'une manière encore plus restreinte informatique. Et souvent le geek est perçu comme quelqu'un, c'est pour ça qu'il est un peu traité de fou, parce qu'il ne respecte pas les codes mainstream, les codes normaux. C'est un peu un extraterrestre, c'est un peu quelqu'un qui vit en dehors de... Je veux dire que c'est un marginal, mais c'est quelqu'un qui, il s'intéresse à ce qui n'intéresse personne, peut paraître un peu bizarre. Et comme généralement on l'associe à des connaissances scientifiques, mais pas que, souvent on a l'impression du geek qui est le fanat de calculettes ou d'ordinateurs. Après, comme j'ai dit, c'est pas toujours le cas, il existe des geeks historiens, il existe des geeks sur la médecine, il existe des geeks dans plein de domaines différents. Mais en général, c'est des gens qui aiment se spécialiser, et pas forcément de manière professionnelle, c'est plus un hobby, c'est plus un centre d'intérêt sur des choses qui n'intéressent pas grand monde, mis à part peut-être eux. Alors, j'aime bien cette notion de geek des années 80, parce que pour moi, la représentation du geek des années 80, c'est Egon Spengler dans le film SOS Fantôme. Alors on le voit ici à gauche, avec Peter Venkman, et donc c'est un peu typique, le mec habillé de manière désuète ou anachronique, avec sa chemise, sa cravate, son impair à la Colombo, ses gadgets, une espèce de stéthoscope qui permet d'analyser on ne sait pas trop quoi, et bien sûr sa calculette. La calculette dans le film, il faut savoir que c'est la Radio Shack PC4, qui était un peu comme les TI aujourd'hui, les calculettes en vogue dans les années 80. Le Radio Shack, c'est marrant parce qu'ils faisaient aussi des micro-ordinateurs, notamment le Radio Shack TRS-80, qui était un des premiers ordinateurs sur lequel j'ai plus ou moins pu jouer un peu.
Et un équipement aussi, on ne le voit pas là, du geek des années 80, c'était la fameuse montre calculatrice, hein, les montres à quartz. À l'époque, on s'imaginait que le quartz, c'était une valeur, c'était un métal précieux, un peu comme l'or. En réalité, le quartz, c'est rien d'autre qu'une forme de sable, hein, mais qui a une propriété assez amusante, c'est que quand vous lui appliquez une tension électrique, il se comporte comme un circuit RLC. Donc en gros, comme un circuit aussi, grâce à ça, on est capable de réaliser assez facilement des oscillateurs de type Colpitts, Hartley, Clapp. Je vous mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse. Il faut savoir que l'oscillateur, c'est l'élément de base de tout ce qui est électronique numérique, de tout ce qui est technologie de calculette et technologie d'ordinateur. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là on rentre dans l'électronique, mais c'est assez amusant de refaire un peu l'historique de ce qu'on avait comme gadget technologique dans les années 80, parce que les années 80 c'est assez synonyme des débuts de la micro-informatique. Alors, au tout début, on avait essentiellement d'un côté les consoles de jeux de première génération, telles que l'Atari 2600, qu'on voit ici, le Vectrex, le CVS ColecoVision, qui était à l'époque une chouette petite console, parce qu'elle arrivait quand même plus ou moins à produire des jeux presque du même niveau, que ce qu'on pouvait retrouver dans les salles d'arcade. Et en parallèle de ça, comme aujourd'hui toujours, on avait les micro-ordinateurs de l'époque qui étaient, tout comme les consoles, des micro-ordinateurs de 8 bits. C'est-à-dire qu'ils avaient un bus de données de 8 bits et permettaient de faire des opérations sur des valeurs comprises entre 0 et 255. Donc dans ces micro-ordinateurs, il y avait pléthore à l'époque. Donc on avait le Commodore 64, on avait l'Apple II, on avait le CPC 464 d'Amstrad, qui est une machine mythique aussi. Le fameux Sinclair ZX81 qui s'est décliné aussi en ZX Spectrum, le fameux MO5, avec la variété de Thomson avec les TO. Le MO c'est pour micro-ordinateur, TO c'était pour télé-ordinateur, globalement au sens littéral, l'ordinateur qu'on met sur la télé. Le MSX, qui avait essayé quelque part, au même titre que le PC, plus dans le milieu industriel, mais ici plus dans le milieu familial, Family Computer, de générer ou de créer en tout cas un standard auquel différentes marques avaient adhéré, dont notamment Philips, les plus grandes marques étant Sanyo, Sony et Philips. Et donc on assistait déjà à l'époque un peu à ce combat entre les consoles de jeux et les micro-ordinateurs. Alors, il faut savoir que la grande différence, c'était essentiellement, il y avait des prix. À l'époque, les prix n'étaient pas forcément très différents. Et il y avait un gros avantage sur les consoles de jeux, c'est que les jeux se présentaient sous forme de ce qu'on appelait les cartouches, c'est-à-dire une extension de mémoire morte, qu'on pouvait directement enficher dans la console, et qui instantanément était accessible par le microprocesseur. Donc en gros le temps de chargement d'un jeu était à peu près égal à 0, c'était instantané, vous mettiez la cartouche, vous allumez la machine et directement vous pouviez jouer à votre jeu. Les ordinateurs c'était un peu différent parce qu'à l'époque très peu d'ordinateurs utilisaient le support ROM, donc le support cartouche. Et le support le plus utilisé, c'était simplement la cassette audio classique, que les plus jeunes d'entre vous évidemment ne connaissent pas, mais que les plus vieux de ma génération ont très bien connu. C'était là-dessus qu'on écoutait de la musique. Mais si on pouvait écouter de la musique en analogique, il était aussi possible de stocker des données 0 et 1 au moyen d'un signal analogique, généralement en modulation de fréquence autour d'une porteuse. Et la plupart des ordinateurs utilisaient ce support qui avait la grosse problématique d'être lent, mais qui avait une faculté intéressante, c'est qu'il permettait de se copier assez facilement. Donc, copier une ROM, c'était pas évident. Je dis pas qu'il n'y avait pas moyen, il y avait moyen de copier des ROM, mais c'était pas forcément évident, et vous risquiez à plusieurs reprises, avec les balbutiements de la technologie CMOS, de faire claquer des composants de votre console ou de votre ordinateur si celui-ci acceptait le support cartouche. C'était le cas par exemple du MSX. Le MSX avait joué un peu sur les deux tableaux en permettant l'utilisation de jeux sur cassette, donc de jeux limite copiables, et en même temps l'utilisation de cartouches, tout comme les consoles qui lui permettaient de lancer un jeu quasi en instantané.
L'autre gros avantage des ordinateurs, outre le fait que les jeux pouvaient se copier, je sais que le piratage n'est pas légal, tout ça a été très mal vu, tout ça n'était pas autorisé, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les constructeurs de matériel, les constructeurs d'ordinateurs n'étaient pas forcément les constructeurs de jeux. Donc en gros, le constructeur d'ordinateur se foutait complètement que les jeux soient piratés. À la limite, lui, ça l'arrangeait bien. Parce que si les jeux pouvaient se copier, ben, ça voulait dire que son matériel allait être plus acheté que celui qui vendait du matériel sur lequel on ne pouvait pas copier les jeux. Mais bon. Il y avait un autre gros avantage aussi dans le fait de l'utilisation des micro-ordinateurs, et ça c'était pas des moindres, c'est qu'on pouvait les programmer. Donc il était possible de créer ses propres jeux. Alors en général les jeux qu'on créait, que la plupart des gens créaient, étaient des daubes invendables, mais ça permettait quand même à pas mal de développeurs indépendants de concevoir des jeux et de pouvoir les distribuer via différents réseaux. Il n'y avait pas ce besoin d'être directement professionnalisé, et ça permettait à des pionniers de s'exercer, de s'amuser à essayer de faire fonctionner ou de créer des jeux vidéo ou des programmes. Alors, l'utilité des micro-ordinateurs ou de la micro-informatique, la plus grande utilité que ça avait à l'époque au vu de la puissance des machines et je dirais de la popularité des micro-ordinateurs, c'était essentiellement le jeu. Alors, c'était des copies en général de jeux d'arcade qu'on trouvait sur borne d'arcade, tels que Pac-Man, Space Invader, Zaxxon par exemple. Voilà, donc il y a toute une flopée de jeux, des jeux ultra classiques, copies d'arcade ou des jeux de développeurs indépendants. Donc ça c'était un aspect très, très ludique et très utile des micro-ordinateurs. Alors il y a un autre aspect aussi, c'était soi-disant les utilitaires. Alors ici j'ai pris un exemple du Personal Data Bank qui était fourni avec le Sony, donc le MSX, et ce Personal Data Bank c'était un peu l'ancêtre d'Outlook, mais avec la fonction mail en moins. Donc ça ne présentait pas un intérêt forcément génial, mais ça permettait de stocker votre petit agenda d'adresses, le petit calendrier, éventuellement un mémo avec des to-do list, etc. Et le transfert se faisait essentiellement sur un support de type cassette, comme je vais montrer ici. Et pour ceux qui avaient la chance d'avoir le fameux utilitaire en ROM, dès qu'ils démarraient l'ordinateur, ils pouvaient accéder à l'utilitaire, il leur suffisait simplement de charger leur carnet d'adresse ou leur mémo. Il fallait accepter de poireauter 10 minutes avant d'avoir ces informations, pour au final avoir un système informatisé qui jouait ni plus ni moins le même rôle qu'un petit tableau mémo sur lequel vous pouviez compléter avec un marqueur non indélébile ou éventuellement fixer des post-it. Voilà. Bon. Donc l'utilité utilitaire des micro-ordinateurs était assez limitée à cette époque-là. Certains l'utilisaient pour leur comptabilité, mais le logiciel de comptabilité étant quand même relativement rare, assez coûteux, et au vu de la mémoire disponible et de la sauvegarde sur cassette, je suis pas sûr que c'était vraiment, ça pouvait réellement concurrencer le classique logbook utilisé par les gens pour gérer leur compta. Un autre aspect qui avait été mis en avant dans les années 80 par le gouvernement Mitterrand, c'était ce qu'on appelle l'informatique pour tous, qui avait été initié par Laurent Fabius, et qui consistait, donc comme on voit ici, à introduire le TO7 ou le MO5 dans les écoles afin d'apprendre aux étudiants le BASIC et le langage Logo, ce qui, selon les dires de ces spécialistes gouvernementaux, nous aurait doté d'une pléthore de petits génies qui auraient été experts en informatique dans un domaine d'avenir, etc. Donc là, une pub de Laurent Fabius introduisant ça qu'on voit ici. Alors oui, d'une part c'était de fabriquer des génies, mais d'autre part c'était aussi quelque part, surtout essayer de sauver la société Thomson d'électronique grand public française, ce qui en soi n'était pas une mauvaise idée, on ne va pas critiquer là-dessus. Je trouve assez triste justement que le seul pays capable de fabriquer des microprocesseurs aujourd'hui c'est Taïwan. Donc voilà, et on avait eu droit aussi à l'époque, les Français avaient surtout eu droit à une super campagne de pub orchestrée par le gouvernement Mitterrand
pour laquelle on avait fait appel à Michel Platini. Alors Michel Platini, pour les plus jeunes, vous ne connaissez peut-être pas, mais Michel Platini, c'était un excellent joueur de football dans les années 80. C'était l'équivalent de Mbappé ou Zidane. Et donc on le voit ici en train de faire semblant de s'intéresser à la micro-informatique, ou à l'utilité de la micro-informatique, hein, puisque comme je l'ai dit, ça restait quand même assez abstrait. Hein. Donc voilà. Alors, il y a quand même une évolution, hein. Donc là j'ai parlé début des années 80, on avait un certain nombre de consoles. Ces consoles finalement avaient un peu perdu la guerre face aux micro-ordinateurs de l'époque, parce que justement, comme je l'ai dit, il y avait ces notions qui étaient offertes aux gens de pouvoir programmer leurs propres petits logiciels, leurs propres petits jeux, parce que les jeux n'étaient pas donnés non plus, hein, et les jeux sur console ne se pirataient pas, donc c'était très compliqué. Et fatalement, bah oui, le piratage, même s'il fallait attendre une demi-heure pour avoir un jeu, bah, les gens s'intéressaient quand même. Et donc après 1986, on a vu apparaître ici un certain nombre de consoles que j'appellerais d'une manière erronée des consoles de deuxième génération, parce qu'en réalité c'était des consoles 8 bits comme avant, il n'y avait pas eu vraiment de grosses modifications technologiques. Donc la Nintendo Entertainment System, la NES, qui existait déjà au Japon 3 ans plus tôt sous le nom de Famicom, hein, qui reprenait toute une série de jeux Nintendo, les jeux électroniques Nintendo, genre Donkey Kong, Mario, etc. Et puis la Sega Master System, pour concurrencer Mario, avait introduit Sonic, etc. Et à nouveau, ces consoles ont un peu fait la nique aux micro-ordinateurs 8 bits de l'époque, hein, toutes ces machines, simplement parce que ces consoles permettaient justement d'avoir des jeux d'une meilleure qualité. On avait quand même des composants un peu plus, même si c'était une technologie similaire, on avait quand même des composants plus graphiques mieux foutus, et ça permettait quand même on avait une autre qualité de jeu que ce qu'on pouvait trouver sur un ordinateur 8 bits. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, notre ami Sam Tramiel, qui était PDG d'Atari, Atari ne s'était pas limité à la console Atari 2600 qu'on voit ici, mais avait de son côté développé une gamme aussi d'ordinateurs, notamment l'Atari ST, qui était un ordinateur datant des années, première moitié des années 80, 83, 84, qui permettait quelque part de concurrencer le fameux IBM PC, IBM PC AT. Sur le fait même, sur la même technologie, Motorola 68000, même technologie de processeur et ordinateur dit 16 bits, hein, puisqu'ils avaient un bus de données deux fois plus gros, et qu'ils utilisaient quand même un 68000 qui était cadencé à une fréquence double de ce qu'on avait, voire double, ou 8 fois plus, par rapport au premier processeur. Donc plus vous avez de la fréquence, plus vous pouvez exécuter l'instruction à la seconde, hein. En fait c'est ça l'idée. Donc est sorti sur la même lancée l'Amiga 500, qui avait été distribué par Commodore et qui était l'évolution 16 bits du Commodore 64. Voilà. Quelque part, des plus nouveaux. Donc on a ces ordinateurs qui apparaissent dans la première partie des années 80, qui sont censés concurrencer quelque part l'IBM PC, qui est une machine dite professionnelle. Alors j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais on a vu une version ici, donc c'est l'Apple IIe. Il faut savoir que Steve Jobs, patron d'Apple à l'époque, décide de sortir le Macintosh. J'en parle pas ici parce qu'en 86 il n'existait plus, il n'était plus vraiment commercialisé, qui était une machine conçue pour casser vraiment la gueule à l'IBM PC. Alors ils se sont vraiment tapés dessus, IBM et Apple. Et au final, on a ces deux machines, l'Amiga 500, l'Atari ST, qui avaient de très très bonnes performances, qui étaient vraiment au-dessus d'un IBM PC AT, et même au-dessus d'un Macintosh, mais qui entraient quelque part dans un domaine un peu embêtant, parce que le domaine professionnel, industriel, administratif, était tenu par IBM, où Macintosh essayait de lui mettre la nique, si je puis dire. Amiga n'était pas connu, l'Atari ST non plus, les prix étaient relativement élevés, donc ces machines ont connu littéralement un flop à leur sortie. Mais après 1986, le patron d'Atari a décidé de casser les prix, et ces machines sont devenues abordables au grand public. Alors, il faut savoir que ces machines à l'époque, comme elles étaient inabordables, personne ne développait dessus, puisque de toute façon personne n'en achetait. Et une fois que les prix ont commencé à se casser, les développeurs qui développaient initialement sur machine 8 bits ont commencé progressivement, après 86, à s'intéresser à ces machines et à développer des jeux sur ces machines. Alors je montre quand même, dans les années 80, même début années 90,
Ça, c'était la résolution d'un IBM PCAT, hein, donc on avait une résolution dégueulasse, on avait une carte CGI en 4 couleurs, c'était littéralement infect, et on voit le résultat qu'on avait sur un Atari ST ou un Amiga 500. Il faut savoir que ce type de résultat était bien supérieur à ce qu'on avait avec une console de jeu classique ou avec un ordinateur Windows. Alors il y a une autre chose qu'il faut dire dans ces années 80, c'est que, peut-être un peu de manière liée à la fameuse campagne de notre ami Laurent Fabius, c'est qu'il y avait pas mal de livres et de revues d'apprentissage. J'en ai parlé dans mes vidéos précédemment, Super Jeux MSX, etc., où on avait des lignes de code à taper pour avoir des jeux, donc on avait un jeu inventé pour rien, et on avait les logiciels qui paraissaient toutes les semaines et qui étaient une revue assez comique, puisqu'ils étaient assez trash quoi, dans leurs articles, mais qui étaient basés sur la publication de listings. On tapait des listings qui prenaient des pages, et à la fin on avait un jeu. Alors là, on a un gars qui a fait un truc sur TO7 qui était un peu starbé, puisque bon, il a carrément programmé tout le jeu en assembleur, donc là, en Basic, on pouvait encore apprendre, hein, on pouvait encore comprendre ce que faisaient les commandes, mais en assembleur, on a quand même du langage machine, c'est quand même un peu chaud, quoi. Voilà. Alors, après ces années 86, on arrive dans les années 90, je dirais que des années 90 jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque bon, là, progressivement, le PC s'est amélioré, hein, on a eu les premiers 386, 486, Pentium 2, etc., puis les i3, les i5, les i7, les i9, etc., jusqu'à maintenant. On a eu un retour d'Apple, hein, donc il faut savoir que Apple, sous la direction de Steve Jobs, avait produit, après le Macintosh, il avait produit le Lisa, qui était une machine encore plus concurrentielle par rapport à IBM, et puis ils ont sorti les serveurs Next, qui étaient des machines relativement puissantes, mais peut-être même un peu trop puissantes. Et pour la petite histoire, puisque justement on en parle ici, le World Wide Web, il faut savoir que le premier serveur web tournait sur un Next. Le premier serveur web du CERN tournait sur un ordinateur de type Next. Mais suite au fiasco, finalement, Steve Jobs s'est fait virer de sa propre société, hein, donc il s'est fait virer d'Apple. C'est-à-dire qu'il s'est un peu consacré plus à Pixar et à d'autres joyeusetés. Et puis en 96-97, il est revenu en introduisant le concept de l'iMac. Il avait dit, les patrons d'Apple l'ont rappelé en lui disant, écoutez, Apple est en train de faire faillite, on est en train de mourir, le PC est en train de tout bouffer, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et lui, il est venu, il a dit, oui, ok, voilà, ça c'est un nouveau concept. Alors, au départ, il a été nommé comme président intérim, hein, donc il était High President, Interim President, et c'est pour ça que le nouveau Mac s'est appelé l'iMac, Interim Mac, en l'honneur justement de la place du président intérim de Steve Jobs. Alors pour les consoles, dans les années 90, on a la PlayStation qui est apparue, puis bon, c'est vrai que dans les années 2000, on a eu la Xbox, on a eu la Nintendo, etc. Mais bon, maintenant, je pense que PlayStation, on est à sa 5e déclinaison, rien de nouveau sous les tropiques, hein, donc maintenant c'est PlayStation, PC et Apple qui se partagent le marché. On est dans un environnement finalement très peu évolutif, hein, puisque c'est toujours les mêmes qui sont là. Et finalement, on assiste avec des noms différents, mais à des déclinaisons, 1, 2, 3, 4, 5, comme j'ai dit précédemment. Voilà, on a des versions de matériel différentes, mais qui s'architecturent toujours autour de la même technologie. Et on assiste à une professionnalisation de plus en plus grande des développeurs de jeux. Je ne dis pas qu'on ne sait plus développer aujourd'hui, mais cette époque de pionniers qu'on avait dans les années 80, où il y avait des pléthores de marques d'ordinateurs différentes, de langages différents, où programmer était abordable n'importe qui au commun des mortels, aujourd'hui ça devient quand même un peu plus compliqué. Je l'ai montré ici, programmer des jeux, c'est un investissement. Il faut des équipes de développement, il faut des outils de développement, et cette notion de programmeur indépendant devient de plus en plus compliquée. Alors pourquoi je dis que la définition du geek est une définition galvaudée? Parce que quand le terme a été introduit en Europe, c'est essentiellement avec l'explosion du web, et notamment des forums dans les années 90-2000, où on a commencé à parler de geeks pour désigner des gens qui passaient leur vie finalement sur Internet. C'est un peu ça l'idée. Et on a fait des mix joyeux entre des geeks, des nerds, des hackers, etc. Donc plein de termes qui désignent, qui sont placés sous le signe du geek, mais qui en réalité n'en sont pas forcément.
Donc aujourd'hui, le geek, dans les années 2000, contrairement aux années 80, c'est plutôt quelqu'un qui est considéré comme un consommateur de jeux vidéo, de BD, de comics, de manga, etc. Voilà. Et donc c'est une espèce de sous-culture liée à toute une série de produits. C'est une sous-culture de la pop culture finalement, qui proviennent des comics, mangas, jeux vidéo, d'autres produits dérivés, par exemple les poupées Star Wars, enfin toute une série de choses. Donc à l'origine, le geek était plutôt une personne vraiment intéressée par un sujet très pointu, qui n'intéressait pas grand monde, lié à la technologie et plus précisément à la micro-informatique. Donc c'était plutôt un technophile, c'est quelqu'un qui savait. Le premier Apple par exemple, il faut savoir qu'on l'achetait en kit. Les premiers ZX81 c'est la même chose, acheter ça en kit, on les montait soi-même, donc ça vous demandait quand même une connaissance de l'électronique, de la technologie. Aujourd'hui, la plupart des geeks, ce sont en réalité des gadgetophiles. Les gens, ils savent pas du tout comment ça marche, mais ils savent utiliser le gadget mieux que son concepteur. Donc si je reviens aux geeks des années 80, c'est vrai qu'ils sont peu représentés dans la culture populaire, parce que simplement, à l'époque YouTube n'existait pas, donc ils ne savaient pas faire de vidéos, donc ils ont été oubliés. Le terme n'existait pas vraiment en Europe, c'était plus un terme américain, on parlait plutôt de petit génie, en référence à une série américaine, Petit génie qui s'appelait Biscuit. Et souvent, les geeks des années 80 étaient assimilés à des utilisateurs de micro-ordinateurs, parce qu'à l'époque, pour utiliser un micro-ordinateur, il fallait savoir comment ça marche, comme j'ai dit, si vous l'achetiez en kit, il fallait le monter vous-même, et puis il fallait savoir programmer, parce que même lancer un jeu, ça demandait de connaître des commandes, tout se faisait en ligne de commande, ça se faisait en BASIC, ou en CPM, ou en DOS, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un lecteur de disquette à l'époque. Et donc, si on reprend des types, le stéréotype typique du geek des années 80, c'est Jeff Minter par exemple. Vous voyez, c'est un type un peu hippie comme ça, un peu space. Ou Matthew Smith. Matthew Smith, c'est un très très bon développeur aussi. Du début des années 80, c'est un anglais. Il avait développé Manic Miner, c'est un jeu de plateforme tous ceux qui ont eu un micro-ordinateur dans les années 80 connaissent Manic Miner. C'est un truc trop. Voilà. Développé sur ZX81 au départ, donc facilement adaptable sur Commodore et adapté aussi sur MSX. Et Jeff Minter, lui, il avait plutôt fait Revenge of the Mutant Camels, c'est un jeu un peu psychédélique. C'était quelqu'un de très psychédélique, pas étonnant qu'il utilisait Substance. Et Jeff Minter, d'ailleurs, ils lui ont fait un hommage dans la série Black Mirror de Netflix, parce que dans Bandersnatch, à un moment donné, le type qui a écrit le bouquin Bandersnatch, qui est un psychopathe, en fait c'est Jeff Minter. Voilà, c'est toujours très sympa. Mais il faut savoir que c'est une époque, les années 80, assez compliquée, parce que bon, on y revient un peu aujourd'hui, mais le contexte géopolitique est assez particulier. Il y a toujours l'URSS, on est en pleine guerre froide, il y a toujours le rideau de fer, il y a toujours le mur de Berlin. C'est une décennie charnière parce que on se demande ce qui va se passer, si on va pas aller au clash entre l'Empire soviétique et le monde libre. Et donc on se dit il va y avoir un turning point. Et effectivement un turning point en 1989, c'est l'effondrement, c'est la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, on est quand même assez stressé, et les personnes d'ailleurs ça se voit même dans la filmographie, des films comme War Games, c'est la crainte de la guerre nucléaire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait banal, mais à l'époque on ne trouvait pas ça drôle du tout, et il fallait quelque part tenir tête à l'URSS, et donc le contexte était un contexte de guerre froide. Je dirais la culture populaire du cinéma à l'époque, c'était les films qui présentaient des espèces de super-héros de l'époque, c'était ces mecs plein de testostérone, avec des gros muscles et tout, et Schwarzenegger dans Commando, Stallone dans Rambo, c'était des soldats littéralement, et c'était la culture du muscle à l'époque. Le héros, c'était pas un mec tout mince, musclé comme un cap de frein, c'était Van Damme dans Bloodsport qui avait réussi aux États-Unis, c'était Stallone, c'était Schwarzenegger et d'autres. C'était ça qui avait la culte. Alors c'est vrai que quand vous comparez les geeks de l'époque par rapport
à ce qui était représenté dans le cinéma, au modèle qui était représenté dans le cinéma. C'était un peu particulier. Hein. On n'avait pas trop envie d'être geek à l'époque. Hein. Donc voilà. Alors il y avait aussi dans cette époque un engouement total pour tout ce qui était technologie électronique, informatique, etc. Donc, au travers du film Wargame, j'ai déjà cité, hein, donc c'est l'ordinateur qui est super intelligent, hein, c'est une IA qui est capable de simuler des stratégies, des scénarios de conflits. Hein, donc il apprend les jeux de stratégie, et au final le dernier jeu c'est la guerre thermonucléaire totale, et donc il est prêt à déclencher une guerre avec la Russie pour voir s'il y a moyen de gagner. Superman 3 aussi, avec le super ordinateur qui veut tuer Superman. Daryl, qui est l'espèce d'enfant robot, voilà, qui participe à une expérience sociale et qui à la fin finit par s'enfuir en piquant un super jet. Electric Dreams, qui est une romance assez comique, je ne vais pas dire que c'est le précurseur de Stinder et de Mythique, mais voilà, c'est une petite romance comique entre un trio, entre un ordinateur, un homme et une femme. Et bon voilà, c'est léger, c'est sympa, mais à l'époque ça revenait tout le temps, quoi. On avait les Whiskits par exemple, hein, donc les petits génies, j'en ai déjà parlé. C'était carrément une série avec un peu comme dans la Wargames, hein, des adolescents qui s'amusaient à rentrer dans le système informatique. C'était un peu les pirates des années 80. Et on avait aussi pas mal de références à l'électronique, hein, James Bond avec le fameux Dangereusement Vôtre, très bien traduit de View to a Kill. Hein, où justement on a ce fameux Zorin qui fabrique des microprocesseurs pour l'armée qui ne seront pas détruits en cas de perturbation EMP, Electromagnetic Pulse. Le film L'Ascenseur, très bon film aussi, qui donne pas envie de prendre l'ascenseur. Runaway avec Tom Selleck, qui était sympa aussi. Into the Night avec Jeff Goldblum, un acteur que j'aime beaucoup aussi. Et à cette époque-là, c'est assez comique parce qu'on a plein de références aussi aux films des années 50. Donc on a tous ces remakes de La Chose, du Blob, Retour vers le futur, qui lui nous décrit carrément la vie dans les années 50, La Mouche, qui est aussi un remake, toujours avec Jeff Goldblum, des années 50. Simplement parce que dans les années 80, les réalisateurs sont des enfants des années 50 qui ont grandi et qui maintenant ont les moyens de faire des films, de faire des remakes, des films qui ont marqué leur enfance. Et on voit ça aujourd'hui dans les années 2010, même 2020, toute une série de références aux années 80. Par exemple, Stranger Things, c'est à peine une référence voilée aux Goonies. Il y a tout ce côté un peu mystérieux, il y a tout ce côté retour dans les années 80 avec Donjons et Dragons, etc. Et quand vous voyez les affiches, c'est marquant, quoi. C'est pratiquement la même affiche, quoi. Voilà, je trouve ça drôle, c'est assez mignon. Même chose, on va se retrouver avec toute une série de films qui font des références aux années 80, le Joker, sorti en 2019, avec Joaquin Phoenix, où l'histoire se situe dans un Gotham City qui ressemble très fort aux années 80, au New York des années 80. Bandersnatch, qui fait carrément référence aux années 80, puisque c'est la vie d'un développeur dans les années 80. Le film Ça, qui se déroule dans les années 80. Wonder Woman 1984, voilà, c'est écrit dans le titre, hein, il ne faut pas les voir plus loin. Donc même chose ici, on retrouve ces réalisateurs qui étaient jeunes dans les années 80 et qui sont en train de faire un peu ce retour. C'est assez sympa. Et je reviens un peu sur Bandersnatch parce que y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est un peu l'évolution du coding quelque part. Parce que vous voyez dans Bandersnatch, il y a ce jeune programmeur qui est là en train de triturer son ZX Spectrum devant un écran tout pourri, qui est en train de lui éclater les yeux, à écrire du BASIC dans un éditeur pourri de 40 caractères, avec son lecteur de cassette pour sauver son code. Hein. Et puis là, on a la petite nana, donc Pearl Whitman, l'actrice qui joue la fille de Collins, qui en fait est le mentor programmeur de Bandersnatch, et qui elle travaille dans un environnement moderne, dans une entreprise. Elle travaille pas dans sa chambre, dans un coin de garage. Hein, elle a un super IDE, elle a un iMac, elle programme en JavaScript. Donc voilà, là on est passé de l'assembleur au basique, hein, pour arriver finalement à la programmation orientée objet, à des langages 4GL, à des IDE hyper performants où vous programmez en graphique et vous tapez de temps en temps une ligne de code. Et voilà, c'est assez amusant de voir cette évolution de l'informatique. Et encore une fois, de voir quelque part cette distanciation par rapport à la manière de programmer un ordinateur et à la manière dont l'ordinateur fonctionne. Hein. Aujourd'hui, vous utilisez un iMac, vous savez pas trop ce qu'il y a dans l'iMac. Hein. L'iMac, vous pouvez pas l'ouvrir. Hein.
pouvez pas changer, vous pouvez pas le customiser, vous pouvez rien faire. Vous pouvez le programmer à la limite, mais bon, hein, ça reste quand même pas forcément... comme pour les PC, c'est pas forcément l'utilité première, quoi. Alors, le fait de... Oui, on parle des geeks, mais il y a aussi une culture, ce que j'appellerais plutôt une sous-culture geek. Alors pourquoi je l'appelle sous-culture? Ça reste dégradant, simplement parce que c'est une partie, quelque part, de la pop culture. Mais une partie qui regroupe plutôt le côté fantasy, jeux de plateau, Donjons et Dragons, les jeux vidéo, les bouquins de science-fiction comme Heinlein, Kurt Vonnegut, Herbert, Dan Simmons, enfin il y en a plein d'auteurs de science-fiction. Gibson par exemple qui est le père du cyberpunk. Aussi toute une référence à cette culture qui regroupe ce que certains appellent les mauvais films, mais bon, qui pour moi sont des bons films, hein, mais qui sont généralement des films de propagande ou des films de recrutement, hein, les adaptations de films du passé, des films des années 80, les films de kung-fu, les films de série B, etc. C'est un peu les références culturelles du geek. Les mangas, les animes, les art toys, les comics, la BD, tous les produits dérivés, ce qu'on peut trouver de près ou de loin avec toute cette filmographie ou cette bibliographie de geek finalement. Voilà, il n'y a pas que le geek, il y a aussi toute la culture, la sous-culture qui va autour. Donc toutes ces références culturelles. Et donc si je dois résumer, le geek informatique des années 80, il est très associé au micro-ordinateur. C'est quelqu'un qui en général sait utiliser le micro-ordinateur, qui sait programmer en BASIC, parfois il sait carrément programmer en assembleur. Hein. Il a cette littérature des logiciels dans lequel il aimerait être publié. Hein. Il est capable de programmer, comme je l'ai dit, en BASIC, il a une proximité avec l'électronique, il connaît les composants de sa machine, il sait ce que c'est un vidéo display processeur, il sait ce que c'est un processeur, un Z80, un 8088, un 6502, etc. Ils ont déjà joué avec ça. Il n'y a pas de réseau à l'époque, il n'y a pas d'internet. Internet existe, mais il n'est pas publié. En France, c'est le Minitel. On a quelques BBS sur lesquels on peut éventuellement télécharger, communiquer, mais c'est très 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 rare. Personne n'est connecté, pour ainsi dire. Et donc le net, fin des années 80, il est là, il balbutie, il est utilisé par les universités, il est utilisé par la défense, mais il n'est pas hyper utilisé. Et le web n'existe même pas, le web il apparaît en 89. Hein, les pages HTML, HTTP, c'est vraiment développé au CERN en 89. Et donc voilà, donc ce geek, en fait, c'est quelqu'un qui aime créer des jeux. En général, il les crée en BASIC, parfois il va les créer en assembleur. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, aime créer. C'est un consommateur c'est un créateur ou un consommateur de monde imaginaire. Il a ce côté technique, mais en même temps un peu créatif. Il doit savoir dessiner, il doit savoir faire un peu tout pour pouvoir justement créer son propre jeu. Alors, peut-on encore être geek dans les années 80 ? Je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une chose peut-être un peu amusante, qui est le rétro gaming. Donc, si vous êtes un peu geek des années 80, si vous vous intéressez au rétro gaming, il y a moyen de faire du rétro gaming aujourd'hui, dans différents langages, que ce soit Scratch, que ce soit C, etc. Et donc par exemple ici, toute ma chaîne, une grosse partie de ma chaîne a été consacrée au remake de Monkey Academy, ce fameux vieux jeu. Donc ici j'ai corrigé les derniers bugs et il est disponible sur ma chaîne. Bon, alors ici si vous voulez voir, il marche un petit peu mieux, on a plus ces effets de clignotement, de scintillement. Donc la dernière version est disponible et elle marche aussi en full screen. Malheureusement ici avec mon système je ne sais pas afficher le full screen, mais ça marche. Voilà, il y a juste, si vous prenez la version sur mon guide, c'est la version full screen justement. Voilà, juste pour la petite info et la petite histoire. Donc comme j'ai dit, si vous vous intéressez aux années 80, enfin au rétro gaming, oui, c'est tout à fait... c'est encore tout à fait possible d'être un peu geek des années 80. Bon, je vous conseillerais pas de programmer en assembleur, ça sert à rien parce que bon voilà, des langages de programmation comme le C, qui marchent très bien sous Windows, sous Linux,
et qui ne nécessite pas des investissements très lourds. À partir du moment où vous avez un ordinateur, vous téléchargez simplement les environnements. Vous n'avez pas besoin d'une licence Visual Studio si vous êtes en Linux ou en Windows. Il y a moyen sans problème de travailler de la sorte. Et c'est d'ailleurs le but de ma chaîne, c'est d'expliquer comment on peut mettre en place un environnement de développement et comment développer ces jeux comme on le faisait à l'époque. Voilà. Alors la question subsidiaire, c'est est-ce que c'est vraiment encore utile d'être un geek de ce type à notre époque, c'est-à-dire en gros savoir programmer en C. Parce que bon, on me sort tout le temps que c'est compliqué, chaque année on me dit que le C va mourir, et chaque année je vois qu'il est toujours là. Simplement parce que si je regarde l'index IOB, le C est quand même en très bonne position, simplement pour différentes raisons. C'est que d'abord qui peut le plus peut le moins. Si vous savez programmer en C, vous n'aurez pas trop de difficultés à programmer en Scratch ou programmer en Unity. Par contre, si vous savez que programmer en Scratch ou en Unity, peut-être que ça sera un peu plus compliqué de programmer en C. Et le C est multipurpose, il est utilisé pour tout. Il peut être utilisé dans un microcontrôleur, dans un IoT embarqué, il peut être dans une Tesla, il peut être utilisé dans plein de trucs. Et pour la petite histoire, en parlant de Tesla, il faut savoir que Elon Musk et ses équipes de développement, au départ, programmaient toutes leurs IA en Python, et progressivement, ils se rendent compte que ça marche pas bien. Et donc ils sont en train de réécrire toute une série de librairies en C, C++, parce que simplement, ça reste une référence. Donc oui, je pense que savoir programmer en C et commencer de manière ludique en programmant des jeux, c'est pas quelque chose de perdu. C'est pas une perte de temps. Après, voilà, ça n'engage que moi. Et en guise de conclusion, je dirais comment sont perçus, c'est un peu ça l'idée du document, c'est comment sont perçus les geeks aujourd'hui et avant, que ce soit dans les médias, dans tous les jours. Avant c'était un peu des futurs petits génies. On réfère à l'informatique pour tous de Laurent Fabius, il avait dit on va produire plein de petits génies parce qu'ils seront programmés, et s'ils savent programmer, ils seront bons en maths, et s'ils sont bons en maths, on en fera des ingénieurs, on en fera des experts en marketing, etc. Bon, je suis pas sûr que cette stratégie ait vraiment été payante, mais enfin bon voilà, elle aura eu le mérite d'exister. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme un no-life qui joue toutes ses journées, ses nuits, qui passe sa vie sur les réseaux, qui est fan d'une sous-culture de produits, qui est un peu gadgetophile, qui dépense son argent sur des trucs pas forcément toujours utiles. Et je citerai justement Jean-Paul Brighelli, parce que je trouvais que son analyse rejoignait un peu la mienne. Nous vivons dans un monde technologique de plus en plus prégnant, quelque part, on est de plus en plus dépendant de la technologie, et jamais, j'ai l'impression, on aurait été aussi loin de la technologie. Le geek d'aujourd'hui, qui est censé incarner le technophile, mais qui aurait été plutôt un gadgetophile, est beaucoup plus éloigné de la technologie que le geek d'avant. Voilà. Alors on peut se poser la question, c'est une question ouverte, moi j'ai pas de réponse, est-ce qu'on va vers un monde à la Bruce Huxley, donc le meilleur des mondes, ou le bonheur insoutenable de Ira Levin, où finalement c'est la technologie qui orchestre la vie des gens, qui sont juste des consommateurs, qui prennent de la drogue pour oublier qu'ils sont des consommateurs, qui n'ont pratiquement plus de libre arbitre, et qui sont manipulés par une petite caste qui, elle, maîtrise complètement la technologie, le monde dans lequel ils vivent. Donc finalement, ces gens-là sont quelque part un peu domestiqués, parce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les grands acteurs du monde numérique, on ne va pas les nommer. Voilà. Alors c'est une question ouverte, moi je sais pas, peut-être que c'est bien, peut-être que j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Moi j'ai toujours aimé quand même garder un peu mon libre arbitre et comprendre un peu le monde dans lequel je vis, même si c'est pas toujours évident. Voilà, je sais pas, si jamais il y a des abonnés ou des personnes qui tombent sur la vidéo et qui ont envie de réagir, vous n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Voilà. Bonne soirée.